Merci, bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour ce webinaire qui vous apprendra les bases sur la façon de financer vos études universitaires et comment demander une aide financière et ce que signifient les différents types d'aide. Bienvenue à Aide financière 101. Je m'appelle Andrea et bienvenue aussi à MIFA. Vous pouvez contacter MIFA par email. Vous pouvez scanner le code QR pour vous inscrire aux emails de MIFA sur des sujets très pertinents liés à la planification universitaire. Je vous invite à vous inscrire à nos emails. Ils sont très, très, très utiles. Euh, Plein de conseils et plein des infos pour vous, votre enfants, votre étudiants et votre famille. Vous pouvez aussi vous connecter avec nous sur les réseaux sociaux et je vous invite aussi à nous suivre. Un petit peu sur MIFA. MIFA a pour mission d'aider les familles à planifier les études universitaires de leurs enfants. On a été créé par le Commonwealth de Massachusetts en 1982. Euh, je vous en prie d'ajouter mifa.org à vos favoris. Suivez MIFA sur Facebook, Twitter, X et LinkedIn et inscrivez-vous pour recevoir notre email. Tous nos webinaires sont disponibles sur mifa.org. Et c'est important aussi de dire que tout notre contenu webinaire est complètement gratuit. Aujourd'hui, on va parler sur le type et source d'aide financière, c'est-à-dire de l'argent qu'on peut recevoir pour nous aider à payer les études universitaires après le lycée. On va parler aussi sur le processus de demande, comment les décisions d'aide financière sont-elles formulées, aussi comment des stratégies différentes pour financer ces études votre étude et ce que vous pouvez faire dès maintenant pour commencer le processus. On va commencer par parler sur les différents types et sources d'aide financière. En quoi consiste l'aide financière? L'aide financière est simplement de l'argent destiné à aider les étudiants à payer leurs études universitaires. Il existe trois principaux types d'aide financière. Premièrement, on a les bourses et les subventions qui sont des allocations d'argent gratuits, également appelées aides sous forme de dons, gift aid, qui n'ont pas à être remboursées. C'est complètement gratuit. Donc, chaque fois que vous écoutez ou vous lisez bourse ou subvention, il faut penser complètement gratuit. Deuxièmement, on a le programme travail-études. Ne réduit pas les frais de scolarité de l'étudiant, mais consiste en un montant fixe d'argent que l'étudiant peut gagner en travaillant à temps partiel, à temps partiel sur le campus de sa université. Et troisièmement, euh, je peux aussi ajouter que les revenus du programme de travail-études sont versés sous forme de chèques de paie. Donc, c'est un type très unique d'aide financière. Les revenus provenant d'un programme coopératif ou d'un poste dans le cadre du programme travail-études sont imposables, mais exclus du revenu total dans le calcul de l'aide financière fédérale. Ça, c'est très important. Et finalement, en troisième, on a les prêts étudiants fédéraux qui sont considérés comme une aide financière en raison de leurs conditions de remboursement spéciales. De plus, ils constituent la seule option permettant à un étudiant universitaire d'emprunter sans co-signataire, en anglais c'est co-signer, à un taux d'intérêt fixe et très très bas en comparaison aux prêts privés, par exemple.
Les prêts étudiants, ils doivent être remboursés. Donc, c'est important de savoir comme je vous dis, les trois types dif- différents. Maintenant, euh, on connaît les trois types, mais il faut aussi connaître que chaque type d'aide financière peut venir de différentes sources. Donc, l'aide financière provient de quatre sources principales. Chaque source a des critères d'éligibilité très différents. En premier, on a la source qui est un des plus grandes sources, c'est le gouvernement fédéral. La plupart des bourses fédérales sont attribuées aux familles à faible revenu, low income. Le programme Travail-études, par exemple, est aussi réservé aux étudiants ayant des besoins financiers. Tous les étudiants éligibles à de l'aide financière fédérale peuvent bénéficier des prêts aussi, des prêts étudiants fédéraux. Les incitations fiscales sont des crédits sur les déclarations d'impôts fédérales. Donc, on a de différentes sources d'aide financière, mais dans chaque source, il faut toujours définir les différents types. Donc, on voit ici que le gouvernement fédéral, comme source, donne des différents types d'aide financière. Euh, en même, en même cas, l'État de Massachusetts est une autre source d'aide financière. La plupart des bourses de l'État de Massachusetts sont attribuées ou sont données aux familles aussi à faible revenu, low income. Et Massachusetts offre également des bourses et des exonérations de frais de scolarité aux étudiants qui répondent à certains critères. Les bénéficiaires des subventions et des bourses de l'État de Massachusetts doivent être résidents du Massachusetts depuis au moins un an. Ça, c'est très important. Donc, si il y a un étudiant qui vient de déménager de un autre État à Massachusetts, il faut rester et habiter à Massachusetts pendant un an complet avant de pouvoir bénéficier de tous les différents types d'aides de l'État. Il faut consulter à mass.edu, mass.edu, euh, pour plus de détails sur les aides de l'État du Massachusetts. OSFA, c'est le bureau de l'État qui donne tout l'argent aux étudiants pour les études supérieures. En troisième, on a les différentes universités, ou en anglais, on connaît les universités par le mot colleges aussi, donc colleges et universités. Certains colleges ou universités ont leur propre programme de prêts étudiants. Euh, En soumettant vos demandes d'aide financière fédérale et de l'État, vous aussi, vous postulez aussi, pardon, pour l'aide institutionnelle. Donc, quand vous entendez parler de l'aide institutionnelle, ça veut dire l'aide des universités. L'aide, de l'argent qui vient directement des universités, des poches des universités. Il faut commencer dès maintenant à rechercher en ligne de bourses externes et privées parce que ça, c'est le quatrième source. Ce sont autres organismes, autres fondations, organisations qui donnent des bourses privées. Vous devez le trouver et en faire la demande séparément à la demande fédérale, étatale, de l'État et de l'université. Donc, les demandes pour les bourses privées sont complètement séparées aux autres sources. Euh, le site mifa.org consacre toute une page entière aux bourses privées.
avec des liens spécifiques et différents vers différents moteurs de recherche. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre conseilleur d'orientation à votre lycée pour connaître les bourses locales ou les bourses de votre propre lycée. Renseignez-vous également auprès des employeurs de vos parents, peut-être, et des groupes ou affiliations dont vos parents sont membres. Et notre conseil, c'est de jamais, jamais payer pour rechercher ou postuler une bourse. Ça, il s'agit d'arnaque. Tous les bourses, tous les différents formulaires pour se postuler aux différentes bourses doivent être complètement sans frais, complètement gratuits. Il faut faire attention. Et maintenant, on va parler un petit peu sur les prêts étudiants fédéraux directs. Donc, je veux être très, très claire. Ici, je parle seulement des prêts fédéraux, pas de prêts privés. Par exemple, de prêts privés, ça peut être de prêts qui vient d'une banque, d'une autre organisation. Ici, dans cette image, je parle seulement des prêts fédéraux qui viennent du gouvernement fédéral. C'est important de connaître et de prendre sur ce type de prêt parce que en fait, ce sont de bons produits économiques. C'est très unique et ça marche un peu plus différemment que les prêts privés. En premier, les taux d'intérêt des prêts étudiants fédéraux directs pour l'année 25-26 a été fixé en mai. Donc, ça veut dire que les taux d'intérêt est toujours fixe chez les prêts étudiants fédéraux, pardon. Les options de prêts fédéraux doivent toujours être envisagées avant les options privées. Donc, MIFA et nous, toujours, vous conseille de premièrement rechercher les prêts étudiants fédéraux et après, et seulement si vous en avez besoin, vraiment, le prêt privé. Euh, Si vous n'utilisez pas les montants auxquels vous avez droit au cours d'une année donnée, vous ne pourrez pas emprunter ces montants les années suivantes. Donc, c'est important que votre étudiant ou euh, c'est important que vous fassiez cette décision la première année de l'université, même si ce n'est pas le montant complet, pour après avoir l'option d'emprunter le deuxième, troisième ou quatrième année de votre étude universitaire. Par exemple, si un étudiant n'emprunte pas les prêts de 5 500 $ prévus pour sa première année, il ne pourra pas emprunter ces 5 500 $ lors de sa deuxième année. C'est le cas de utiliser-le ou perdre-le. Mais en fait, ce sont de très bons prêts. Il y a les prêts subventionnés. Euh, Ils sont pris en compte aussi par l'aide financière totale qui couvre les besoins financiers. Euh, Vous pouvez voir ici, oh, pardon, le montant change chaque année. Euh, le taux d'intérêt, c'est de 6,39%. C'est assez bas en comparaison aux prêts privés. Pour le remboursement, aucun paiement est exigé pendant la durée des études. C'est un autre bonus de ces prêts fédéraux. Il y a plusieurs options de remboursement. euh, et en fait, le montant total emprunté maximum pour 4 ans, c'est de 27 000 $. Donc, en fait, c'est un montant grand, mais c'est pas un montant complètement horrible. Donc, toutes les histoires d'horreur, si je peux, que vous entendez
parler de, des enfants ou des étudiants qui ont emprunté des milliards et milliards de dollars. Ça, c'est parce que peut-être ces étudiants ont emprunté des prêts privés, pas les prêts fédéraux. Parce que ici, on peut voir que, en fait, le maximum pendant 4 années, c'est maximum 27 à 27 000 dollars. Ça, ça veut dire que ça est équivalent à un paiement estimé de 300 dollars par mois pendant 10 ans. Donc, c'est pas terrible. Mais c'est bien de s'informer pour n'être pas surpris à la fin. Bon, donc il y a aussi deux types d'aides dans le discours de l'aide financière. En premier, c'est l'aide au mérite. Euh, c'est l'aide financière qui est accordée aux étudiants sur la base d'autres facteurs et, et ne prend pas compte de l'éligibilité financière. Seules certaines universités accordent des bourses d'excellence, également appelées bourses au mérite, Merit Aid. Les pratiques d'attribution varient considérablement d'une université à l'autre. Il y a des universités qui n'offrent pas l'aide au mérite et des autres qui ont de très, très bonnes bourses pour les étudiants basées euh, sur le mérite académique ou les autres qualités des étudiants. Certaines demandes de bourses d'excellence ont des dates limites, euh, donc c'est important de savoir ça aussi. Euh, et il faut noter que les étudiants peuvent, dans un dernier cas, perdre leur bourse d'excellence ou bourse au mérite s'ils ne satisfont pas aux exigences en matière de moyenne générale. Donc, il faut toujours lire euh, toutes les règles de chaque bourse pour savoir s'il y a, par exemple, un minimum notes dans les cours pour sauvegarder euh, la bourse. La plupart des aides basées sur le mérite proviennent de l'université et pas de l'État ou le gouvernement fédéral. Donc, il faut savoir. Mais voici un exemple d'aide au mérite de l'État de Massachusetts. Et ça, c'est la bourse qui s'appelle John and Abigail Adams Scholarship. Le John Abigail Adams Scholarship, c'est une bourse qui est basée sur les résultats élevés obtenus au MCAS, au examen MCAS en deuxième année de lycée. Donc, ça, c'est un exemple de bourse au mérite qui vient de l'État. Donc, c'est bon de savoir ça aussi, qu'il existe, mais c'est pas très, très commun. Euh, Bon, il y a aussi l'aide en fonction des besoins. Donc, la plupart, en fait, des aides financières sont accordées principalement en fonction de la capacité de la famille à payer les frais universitaires et non en fonction des notes, de résultats et tests standardisés ou des autres facteurs. Donc, en fait, l'aide en fonction des besoins financiers de la famille, c'est le plus commun type d'aide financière ici aux États-Unis. La plupart des aides financières fédérales et de l'État de Massachusetts sont aussi accordées en fonction de l'éligibilité financière de la famille. Donc, si la famille a des recours bas ou des recours hauts, ça va changer le montant des aides en fonction des besoins que votre étudiant va recevoir. Les universités accordent également la plupart de leurs fonds institutionnels en fonction de l'éligibilité financière. Mais ça, c'est tout euh, aussi basé sur le progrès scolaire satisfaisant de l'étudiant.
Il s'agit d'un terme que les familles entendront souvent à l'université. C'est SAP, Satisfactory Academic Progress. Et donc, les étudiants doivent à à l'université obtenir une certaine moyenne générale et suivre un certain nombre de crédits pour conserver leur aide financière chaque année. Donc, bon, maintenant qu'on connaît un peu plus sur les types et les sources euh, d'aide financière, il faut parler un peu sur le processus de demande. Il est très important de bien s'organiser dans ce processus pour ne manquer rien. Donc, il faut noter pour chaque université les formulaires requis, les dates limites, qui sont généralement en fait différentes, les dates limites d'admission. Donc, chaque université euh, va avoir deux dates différentes. Une date une date limite pour l'admission à l'université et une autre date pour à le processus, le formulaire d'aide financière. Donc, il faut bien s'organiser pour ne manquer rien. Donc, ici, c'est le calendrier des aides financières. Chaque université peut avoir une date limite différente pour les demandes d'aide financière. Donc, c'est pas seulement qu'il y a deux dates en général, mais deux dates pour chaque université. Donc, ça, c'est pourquoi il faut être bien organisé. Les dates limites de nombreuses écoles ont changé, alors consultez bien le site web de chaque université euh, avant de envoyer vos formulaires. Euh, Chaque université a sa propre page web qui explique tout le point de le processus unique à chaque université. Les dates limites pour les demandes euh, pour le formulaire d'aide financière sont souvent fixées en octobre ou novembre, mais pour certaines universités, ça peut continuer jusqu'à janvier ou février. Donc, il faut toujours respecter les dates limites pour votre demande d'aide financière. Euh, Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, il faut le traiter séparément dans votre système d'organisation personnelle. Même s'ils sont dans la même année au lycée, il faut faire un processus différent et séparé pour chaque enfant que vous avez. Et maintenant, on va parler un peu sur le FAFSA. Ça, c'est très important. Le FAFSA est la demande ou formulaire gratuite d'aide fédérale aux étudiants. C'est une formulaire en ligne complètement gratuit qui est offert par le gouvernement fédéral pour que les familles le remplissent et envoient toute l'information financière de la famille au gouvernement fédéral, au gouvernement de l'État de Massachusetts et aussi aux différentes universités. Il y a de nombreux avantages à remplir le formulaire FAFSA en ligne, c'est gratuit. Euh, Toutes les infos sont enregistrées d'une année sur l'autre. Donc, c'est très facile de rentrer l'année prochaine et le remplir encore parce que le système sauvegarde tous les détails personnels de chaque famille. Le site web de FAFSA est fafsa.gov et la demande, je vous répète, est complètement gratuite. Il faut jamais payer pour remplir le FAFSA. Les demandes de FAFSA sont généralement ouvertes à partir du 1er octobre, mais cette année, elles le seront à partir du 1er décembre. Donc ça, c'est important de savoir qu'il y a quelques personnes qui ont rempli le formulaire il y a plusieurs années, qui peut-être euh, euh, pense que le formulaire est disponible le 1er octobre et des autres qui,
qui sachent qu'il faut rechercher parce que le FAFSA est ouvert le 1er octobre, mais chaque université va avoir sa propre date limite. Il est très important de respecter la date limite de chaque école, de chaque université. Certaines universités peuvent être à court d'argent après leur date limite prioritaire. Si vous remplissez le formulaire FAFSA à l'avance pour la date limite d'admission Early Action ou Early Decision, vous pouvez toujours effectuer une correction FAFSA afin d'ajouter d'autres infos qui ne figuraient pas initialement sur la liste de votre étudiant. Euh, quoi d'autre ici? Les étudiants et tous les parents figurent sur le formulaire FAFSA et chaque personne qui remplit le FAFSA doit s'enregistrer dans le système de FAFSA en créant un identifiant FSA, autrement connu comme le FSA ID. Le identifiant FSA, c'est un nom d'utilisateur, username, et un mot de passe, password, pour le FAFSA. Donc, le premier pas, c'est toujours de créer son propre FSA ID, la compte avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et après, on peut entrer et commencer à remplir le formulaire FAFSA. Donc, vous devez avoir un identifiant FSA avant de vous connecter au FAFSA. Vous pouvez créer votre identifiant FSA dès maintenant sur le site web que vous pouvez lire sur votre écran. Vous devez avoir une adresse email. Ça, c'est très important pour vérifier votre identité. L'adresse mail doit être courant. Vous devez avoir accès à cette adresse mail. Ça, c'est très, très important. Et l'étudiant a besoin de l'identifiant FSA et aussi tous les parents qui figurent sur le formulaire. Si les parents ont fait une déclaration d'impôt commune, seulement un seul de parents en a besoin. Euh, donc, ça, c'est un petit détail. Si l'étudiant est un peu plus âgé, le conjoint aussi de l'étudiant euh, est, est aussi, euh, est aussi obligatoire, et surtout s'il fait une déclaration d'impôt séparée ou n'a pas fait de déclaration. Cette personne, ses conjoints, a aussi besoin de son propre FSA ID. Les personnes qui n'ont pas de numéro de sécurité sociale devront répondre à des questions basées sur leur connaissance de son identité et tirer de leur historique de crédit pour vérifier l'identité et pouvoir créer un nom d'utilisateur et un mot de passe de FSA ID. Dès qu'on est fini de créer une FSA ID, il faut suivre et continuer à remplir le FAFSA. Et voici quelques données qui sont portées sur le formulaire FAFSA. Donc, il va avoir plein de questions sur le FAFSA, mais en gros, c'est un formulaire assez court, mais le formulaire vous va demander des infos générales, euh, votre statut de citoyenneté de l'étudiant. L'étudiant doit être citoyen américain ou non citoyen, mais éligible pour bénéficier de l'aide financière fédérale. Mais il faut noter que le statut de citoyenneté des parents n'est pas pris en compte du tout. Donc, c'est toujours le statut de citoyenneté de l'étudiant qui va, euh, qui va qui va vous donner le connaissance et le, l'aide financière, en gros. Et les non-citoyens éligibles qui peuvent recevoir de l'argent fédéral sont les ressortissants américains et résidents permanents, les personnes
disposant d'un formulaire I-94 d'arrivée et de départ. Les étudiants titulaires d'un visa T. Et aussi, il y a des autres catégories. Les étudiants non documentés, par contre, peuvent toujours recevoir de l'aide financière et peuvent bénéficier des frais de scolarité applicables aux résidents de l'État de Massachusetts. Donc, si vous n'avez pas un statut de citoyenneté éligible pour le FAFSA, il n'y a pas de souci parce que ici à Massachusetts, on a plein d'autres opportunités pour recevoir des aides financières de l'État, mais aussi des universités euh, et des différentes organisations privées. Pour pouvoir recevoir de l'aide financière de l'État de Massachusetts, il faut il faut remplir les conditions d'avoir être admis dans un établissement d'enseignement supérieur public de Massachusetts, ne pas être un étranger non immigrant, c'est-à-dire un étudiant international, avoir suivi au moins 3 années d'études secondaires dans l'État de Massachusetts et obtenir le diplôme des études secondaires dans le Massachusetts ou reçu l'équivalent toujours dans Massachusetts. Mais si vous remplissent les conditions que je viens de vous dire, c'est très, très possible que vous pouvez recevoir de l'argent de Massachusetts et aussi pardon, payer les frais de scolarité euh, réduits. C'est très, très bien. Pour le FAFSA, vous remplissez le formulaire juste une fois seulement et vous l'envoyez à jusqu'à 20 établissements à la fois, donc 20 universités. Donc, c'est comme envoyer une copie de la FAFSA à chaque université. Et les étudiants peuvent envoyer euh, à 20 universités chaque fois. Euh, les étudiants et les parents vont répondre aux questions et fournir des informations. Les infos des deux parents seront requises sur le formulaire FAFSA, quel que soit le sexe ou l'état civil des parents. Si les deux parents sont les parents légaux, définis comme les parents biologiques ou adoptifs, il faut remplir le FAFSA avec les infos des parents. Les parents légaux de l'étudiant vivent ensemble, les parents de même sexe qui vivent ensemble et les parents qui ne sont jamais mariés mais qui vivent ensemble doivent tous les deux fournir les infos sur le formulaire FAFSA. Mais si les parents sont divorcés ou séparés, seulement les parents qui apportent le plus de soutien financier euh, et son conjoint doivent fournir des infos sur le formulaire FAFSA. L'autre parent qui ne apporte le soutien financier aux étudiants euh, n'apparaît nulle part sur le formulaire FAFSA. Et je pense que c'est tout pour cette image-là. On va passer à parler un peu plus sur les infos spécifiques qu'ils vont demander sur le FAFSA. Premièrement, il va avoir question sur le revenu demandé correspondant à ceux de 2 années précédant l'année du début de l'année scolaire. Donc, par exemple, sur le FAFSA de l'année 2026, il faut fournir les infos des impôts de l'année 2024. Seul le revenu non imposable figure sur la déclaration d'impôt doivent être indiqués dans le FAFSA. Euh, le formulaire FAFSA aussi ne prévoit pas d'espace pour mentionner des circonstances particulières, mais les familles toujours peuvent peut-être rédiger une lettre et l'envoyer par courrier à chaque bureau d'aide financière dans les universités. Donc, il ne faut pas écrire de lettres au gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral va justement
prendre le FAFSA, mais s'il y a des circonstances uniques ou différentes, vous pouvez, comme famille, se connecter directement avec les universités. Oh, pardon. Euh, et je pense que, oui, les dettes ne sont pas déclarées, à l'exception des dettes sur les actifs, assets. Euh, et donc, ça, c'est important. Euh, les étudiants et les parents doivent donner leur consentement pour que l'étudiant puisse bénéficier d'une aide financière. Ça, c'est important aussi. Il faut signer électroniquement le FAFSA à la fin. On fait la signature électronique en utilisant le FSAID qu'on a déjà créé. Il y a des autres formulaires d'aide financière. Ici, on parle de le formulaire qui s'appelle le CSS Profile. Seulement certaines universités et certains collèges exigent le CSS Profile et c'est principalement les universités privées. Ils demandent également, très similairement au FAFSA, les revenus des 2 années précédentes. Mais ce formulaire demande aussi les revenus totaux d'autres années. Donc, le profile fournit aux universités davantage d'informations beaucoup plus détaillées pour attribuer des fonds institutionnels. Donc, c'est euh, en plus du FAFSA. Donc, c'est le FAFSA avec le CSS Profile. Donc, il ne faut pas choisir l'un ou l'autre. Chaque université aux États-Unis a besoin de recevoir le FAFSA, mais seulement certaines universités privées euh, ont besoin de CSS Profile. Euh, le CSS Profile n'est pas gratuit, c'est payant à 25 dollars pour les premières universités et 16 dollars pour chaque établissement supplémentaire. Euh, MIFA a organisé un webinaire cette année destiné aux familles sur le CSS Profile. Donc, si vous voulez apprendre plus sur le CSS Profile, toutes les questions, tous les détails, je vous encourage de de faire clic sur la page de webinaire et regarder cet autre webinaire euh, qui met le point sur le CSS Profile euh, et seulement le CSS Profile. Après, après votre candidature, après que vous remplissez les formulaires d'aide financière, les infos sont envoyées par voie électronique et traitées par un centre de traitement central, puis les données sont transmises électroniquement aux universités sélectionnées, euh, ainsi qu'au bureau d'aide financière aux étudiants de Massachusetts. Donc, comme j'ai déjà dit, il faut remplir le FAFSA une fois, mais le FAFSA va être envoyé à chaque université et aussi à l'État de Massachusetts. Les étudiants recevront par mail électronique, par email, un résumé de leur demande FAFSA qui s'appelle le FAFSA Submission Summary ou FSS. Et euh, cette FSS euh, est oui, le FSS est un récapitulatif des réponses fournies dans le formulaire FAFSA. Pour apporter des corrections à leur demande FAFSA, les étudiants doivent se reconnecter au site fafsa.gov, effectuer les corrections nécessaires, puis renvoyer la demande FAFSA aux établissements concernés, aux différentes universités. Pour faire des corrections au CSS Profile, ils peuvent se connecter et effectuer les corrections une fois seulement ou contacter directement les universités d'enseignement supérieur. Les étudiants doivent s'assurer de vérifier toutes les réponses et de s'assurer qu'elles sont exactes. Ici, on a aussi le processus qu'on appelle
verification ou le processus de vérification. Le ministère américain de l'Éducation, Department of Education, parfois exige que les universités vérifient les données figurant sur certains formulaires FAFSA. Euh, Parfois, les universités exigent copie de les impôts, tax return, copie de formulaire W2 euh, ou des autres documents. Et donc, c'est très important que les étudiants lisent leurs emails parce que parfois, les universités vont écrire des emails aux étudiants pour laisser savoir qu'il, que l'étudiant a été sélectionné pour le processus de vérification. Il faut toujours euh, donner aux universités ce qu'elles exigent. C'est très important de ne perdre pas l'opportunité de recevoir de l'argent. Euh, donc, c'est très important de faire le processus de vérification. Parfois, les familles sont très inquiètes à l'idée d'être sélectionnées pour une vérification, mais je vous rassure qu'il s'agit d'une procédure de routine et que ça n'a rien à voir avec une faute de votre part. Donc, si votre enfant ou vous est choisi pour le processus de vérification, c'est complètement normal. Ça veut dire, ça ne veut dire pas que c'est une erreur ou que vous avez fait une faute sur votre formulaire FAFSA. Et ici, on parle juste brièvement sur les différents bureaux d'aide financière. Chaque université a son propre bureau d'aide financière. Ce sont des gens qui travaillent pour calculer l'aide financière que son université va offrir à les étudiants qui se sont postulés à cette université. Euh, En savoir plus sur votre aide financière. Parfois, l'aide financière, le bureau d'aide financière va vous demander des infos supplémentaires, mais les gens qui travaillent au bureau d'aide financière peuvent vous renseigner sur les conditions accordées pour les bourses, les subventions et tout ça. Finalement, si vous avez des circonstances particulières comme famille, vous pouvez faire appel de votre offre d'aide financière. Euh, Certaines universités peuvent vous accorder une aide supplémentaire, modeste, si vous en faites la demande. Donc, il faut pas avoir peur d'appeler ou d'écrire au bureau d'aide financière de chaque université, car ils sont des gens aimables qui veulent vous aider. euh, et surtout veulent que vos étudiants assistent à leur université. Euh, Vous pouvez contacter le bureau d'aide financière par téléphone, par mail, et il y a quelques universités qui ont aussi le chat euh, sur son site web. Donc, comment sont prises les décisions en matière d'aide financière? Le coût de la scolarité comprend les frais facturés et non facturés. Donc, le coût de la scolarité est utilisé dans cette formule que vous voyez ici, permettant aux universités de déterminer l'aide financière et comprend les frais de scolarité, les frais d'hiver, les frais de nourriture et de logement, aussi les frais de déplacement, les livres, les fournitures et les dépenses personnelles. Mais, mais veuillez noter que le coût de la scolarité peut aussi inclure l'assurance maladie si l'étudiant choisit d'utiliser le régime d'assurance de l'université. Mais si l'étudiant a sa propre assurance maladie, il ne faut pas euh, acheter aussi l'assurance maladie de l'université. C'est l'un ou l'autre. Donc, les frais de scolarité, euh,
et peut-être la nourriture et le logement, euh, ce ce sont en vert. Donc, ces deux frais sont les dépenses facturées. On appelle ça les dépenses directes. Donc, vous allez recevoir une facture de l'université euh, avec le montant qui inclut le frais de scolarité et peut-être aussi la nourriture et le logement. Donc, les frais comme le livre, le transport, les dépenses personnelles, c'est important de penser à eux, mais c'est important de savoir qu'ils ne sont pas des frais qui vont être facturés à votre famille. Donc, il y a une différence. Le SAI, c'est l'indice d'aide aux étudiants et anciennement connu comme le EFC. Le SAI reflète en fait la capacité de la famille à assumer les frais d'études, donc la capacité financière de la famille, mais ne fait aucune hypothèse concrète sur la particulière, oh, pardon, ne fait aucune hypothèse particulière sur la manière dont la famille va payer la contribution. Euh, le SAI est calculé euh, en utilisant une formule standard pour toutes les familles aux États-Unis pour le SAI fédéral. Donc, c'est un chiffre, c'est le résultat de le formulaire FAFSA. La même formule fédérale est utilisée pour toutes les familles. Euh, et certaines universités vont aussi utiliser sa propre formule euh, avec le formule fédérale. Euh, Surtout les universités qui vont aussi utiliser le formulaire CSS Profile. Euh, c'est important aussi de noter que les familles, souvent, payent plus pour les études universitaires que le chiffre de SAI. Euh, la formule fédérale pour calculer le SAI ne tient pas en compte des dettes personnelles, les dettes de carte de crédit, le prêt d'automobile, les dettes personnelles. Ça prend en compte seulement les actifs euh, que, que, que vous avez donnés dans le formulaire FAFSA. Euh, MIFA euh, MIFA dispose d'un calculateur SAI sur notre site web qui vous permet d'estimer votre SAI de famille avant de remplir le formulaire FAFSA. Donc, surtout si votre étudiant est dans le 11e année, 11th grade, voici une très bonne prochaine pas pour continuer le, le, euh, le chemin de, de commencer à penser sur les options de quelques universités vont vous donner l'argent dont vous avez besoin pour les études. Voici la formule d'aide financière. Tous les universités utilisent ce calcul préliminaire pour déterminer ce qu'on appelle votre éligibilité à une aide financière. Donc, le SAI reste le même, quelle que soit l'université. Donc, c'est une SAI par étudiant et ça ne change pas parce que chaque fois qu'on remplit le FAFSA, c'est une SAI différente. Donc, chaque année, le SAI va peut-être changer, mais le SAI reste fixe pendant l'année scolaire actuelle. Donc, le coût de la scolarité, en anglais, c'est COA, Cost of Attendance. Ça, c'est le prix pour assister, pour étudier à l'université. Donc, l'université prend le cost of attendance moins l'indice d'aide aux étudiants ou l'indice d'aide de l'étudiant, SAI, et c'est égal à le résultat
est égal à l'admissibilité, le montant que la famille peut contribuer à, à- et dont la famille a besoin pour déterminer le montant de l'aide financière accordée. Donc, voici un exemple d'une aide financière. Donc, le frais de scolarité en cet exemple, c'est de 45 000 dollars. Pour cet étudiant, son SAI, selon la FAFSA, ça, c'est 5 000 dollars. Donc, je vous, euh, je vous répète, ce SAI n'a pas changé. Ça reste le même pour chaque étudiant. Pardon, ça reste le même pour l'étudiant, mais ça peut varier entre étudiants. Donc, ici, cette université donne aux étudiants des subventions, des bourses, aussi les prêts fédéraux, les programmes d'alternance. Et à la fin, on reste 5 000 dollars. Donc, ça veut dire que cette famille va payer 10 000 dollars par an pour, euh, pour étudier dans cette université. Parce qu'on prend le SAI et on ajoute les besoins que l'université n'a pu pas satisfaire. Les calculateurs de prix nets sont très utiles. Les informations fournies par le calculateur sont aussi précises que celles que vous y avez saisies. Les questions posées par le calculateur varient d'un établissement à l'autre. C'est un outil en ligne disponible sur le site web de chaque université. Et le calculateur de prix net pose des questions sur la situation financière de la famille et les résultats scolaires de l'étudiant. Et ça vous donne une estimation personnalisée du prix net des études universitaires. Donc, le montant euh, que la famille doit payer dans cette université. Euh, c'est très utile, mais bien sûr, c'est juste pour avoir une idée de ce qu'on peut peut-être voir dans le vrai lettre d'offre des universités. Donc, c'est juste euh, un exercice pour être plus bien préparé mentalement pour le chemin d'avoir ou de remplir le formulaire d'aide financière. Voici un autre exemple de lettre d'offre. Voici trois universités, université A, B et C. Euh, Nous voyons ici que l'université a accordé à l'étudiant la somme la plus importante, soit 32 500 dollars. Notez également que toutes les écoles accordent le même montant pour les prêts étudiants fédéral, soit 5 500 dollars. Donc, il s'agit ici d'un prêt fédéral dont le montant est limité à cette somme. Lorsque vous comparez les lettres d'octroi, l'aide financière, les familles doivent tenir en compte du nombre total d'années pendant lesquelles l'étudiant prévoit d'être inscrit. Donc, il faut prendre soin que ces chiffres ici, ces montants, sont seulement pour une année de scolarité. Euh, je vous encourage à consulter le site mifa.org après avoir reçu les lettres d'offre afin de profiter de notre calculateur interactif en ligne, My College Cost Calculator, pour pouvoir comparer les différentes offres de toute votre université. Euh, donc, dans cet exemple, les universités A, B et C pourraient également représenter trois étudiants différents dans le même établissement, Euh, mais, mais ici, on peut aussi penser que c'est un étudiant seulement qui a, euh, qui a fait, qui a euh,
remplit le formulaire chez trois différentes universités. Dans cet exemple ici, voici trois exemples d'aides accordées par des universités dont les coûts de la scolarité est identique. Donc, chaque université ici coûte 45 000 $. Donc, cette famille a besoin d'une aide financière de 40 000 $ parce que son SAI, c'est de 5 000. Donc, c'est 45 000 moins 5 000 est égal à 40 000. L'université A été très généreuse avec ses bourses et elle ne propose aucun prêt parental. Ça, c'est très bien. L'université B accorde 17 500 $ en bourse. C'est pas mal. C'est moins que l'université A, mais pas mal non, quand même. Mais semble avoir le même total final que l'université A. Cela s'explique par le fait que B propose un prêt aux parents de 10 000 $. Et c'est très important de savoir que ces prêts aux parents est complètement facultatif. Donc, il ne faut pas absolument prendre le prêt de parents. Et le collège C n'a n'a peut-être pas accordé des bourses ou de subventions parce que l'étudiant peut-être a soumis la demande d'aide financière en retard parce que l'université C offre que 7 500 en bourse. Donc, je vous demande lesquels choisiriez-vous? Ça, c'est très important de euh, faire attention à chaque détail de chaque offre. Donc, pour combler les déficits de financement et les besoins non satisfaits, les familles décident du meilleur plan pour régler le solde dû à l'université en fonction de leur situation financière personnelle. Les options se répartissent en trois grandes catégories: le revenu passé, présent et futur. Donc, les familles ne sont pas tenues de choisir une seule option, passé, présent ou futur, pour régler le solde, la facture de l'université, mais en fait, ce sont les plans combinés qui sont le plus réussis et qui peuvent vous permettre de réaliser des économies à long terme. Je vous encourage à consulter le site mifa.org pour accéder à un calculateur de remboursement de prêts qui vous permettra de comprendre le coût total d'un emprunt. Et je vous rappelle que le coût, les frais de scolarité universitaire sont pour 4 ans minimum ou 2 ans minimum. Et ce n'est pas seulement un an. Donc, il faut toujours parler comme famille pour choisir l'option qui, qui va, qui vous permettra de faire des économies à long terme. Euh, donc, ici, il est préférable euh, de ne pas s'engager, d'acheter le sweatshirt de l'école avant qu'une stratégie financière ne soit mise en place, avant la date limite de décision, que c'est normalement le 1er mai. Donc, comme famille, il faut parler honnêtement qui va payer les frais universitaires. Euh, il faut tenir compte le nombre d'enfants de la famille qui vont à l'université. Il faut formuler un plan de financement sur 4 ans. Et il faut réfléchir en termes de dette totale de la famille, 4 ans ou plus d'études euh, pour faire les décisions qui vont être agréables pour tous. Pendant minimum 2 ans ou 4 ans, ça dépend de si l'étudiant va étudier un associate's euh, ou diplôme d'associate ou un diplôme de bachelor's, mais c'est, c'est vraiment un investissement euh, long terme. Ici à Massachusetts, on a beaucoup de chance euh, et pour le FAFSA, dès que l'étudiant
rempli le FAFSA, les infos vont être données aussi au État de Massachusetts. Et l'État de Massachusetts a plein de programmes d'aide financière comme Mass Educate, Mass Reconnect, Mass Grant et Tuition Equity Law, qui est le plus récent, qui aide euh, les étudiants qui ne sont pas citoyens ou résidents permanents. Mass transfer. Il faut faire attention à tous ces ressources très euh, importants. Euh, le bureau OSFA de Massachusetts dirige tous ces programmes d'aide financière. Donc, c'est important de vous informer plus et de savoir que si vous êtes étudiant à Massachusetts, vous avez plein d'options pour financer vos études. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant? Euh, Si vous voulez, vous pouvez consulter notre calendrier détaillé euh, ou recevoir notre email de MIFA qui vous permettra de suivre ce calendrier. Euh, de nombreuses universités ou établissements d'enseignement supérieur ont avancé leur date limite pour les demandes d'aide financière. Certains l'ont fait en milieu d'année. Donc, il faut toujours faire attention pour ne manquer rien et toujours consulter les sites web des établissements pour connaître toutes les dates limites. Euh, les familles doivent dès maintenant se renseigner sur les dates limites, les conditions requises pour obtenir une aide financière, doivent dès maintenant obtenir un FSA-ID, un identifiant FSA. Les familles doivent discuter ensemble des coûts liés aux études supérieures et de la manière dont elles comptent le financier. Je vous rappelle d'utiliser les calculateurs de prix net disponibles sur le site web des universités, vous inscrire au prochain webinaire sur mifa.org. Sur cette diapositive, vous pouvez également indiquer le calendrier figurant dans le document qui vous va guider, surtout les parents, dans les prochaines étapes de ce processus. Vous pouvez trouver le calendrier des admissions à l'université et des aides financières en utilisant la barre de recherche en haut de la page d'accueil au site mifa.org. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être ici et voici notre numéro de téléphone et notre adresse mail si vous avez des questions pour nous. Merci. Bon courage.